Malène. Un récit extrait des Contes et légendes de Bretagne. Lecture par Christophe Tabar. Le soleil venait de s'enfoncer à l'horizon. La nuit lentement envahissait la plaine. Un peu las d'une course à travers les chemins rocailleux de la lande, nous nous étions assis sur les rochers de la fée Margotte, ces pierres étranges jetées en désordre sur la lande, comme si quelque main géante les eût un jour lancées du ciel. C'était l'heure douce où la réalité s'efface, où les rêves que blesse la brutale clarté du jour s'éveillent, dans le crépuscule indécis. Déjà dans l'ombre qui les entourait, les rochers prenaient des formes mystérieuses. Jadis, les fées légères et rieuses jouaient parmi ces pierres. On les voyait quelquefois soulever sans effort des blocs énormes, puis soudain, elles disparaissaient, et les hommes, hardis qui s'approchaient, trouvaient les pierres immobiles, et les entendaient retentir un rire moqueur qui les suivait dans la nuit. Oui, fis-je, achevant tout haut ma rêverie, les fées animaient de leur grâce malicieuse les rochers, les fontaines, et jusqu'aux grottes de la mer sauvage. Et si nous aimons encore toutes ces choses, c'est à cause du mystère qui longtemps flotta autour d'elles. Aujourd'hui, interrompit mon compagnon, nous n'avons plus le temps de rêver au mystère. La vie nous presse et nous sommes si occupés à atteindre l'avenir que nous n'avons plus le loisir de nous arrêter en chemin. Voyez, nos enfants ignorent les beaux contes de jadis. Ils ne s'endorment plus en rêvant à peau d'âne, et ils rient de la baguette magique qui enchanta le palais de la Belle au bois dormant. Qu'étaient-elles, ces charmantes fées que les hommes ont si longtemps aimées? Peut-être les portaient-ils en eux-mêmes, peut-être la nature, parce qu'ils savaient l'aimer, leur manifestait-elle ainsi ses secrets et ses mystères. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus capables. Ah, elles sont parties, les fées, parties pour toujours. Qui sait, dis-je, moi, j'aime à croire qu'elles s'ennuient dans leur exil. Elles regrettent le temps où elles se mêlaient à nos rêves, le temps où elles venaient s'asseoir jusque dans le foyer des pauvres. Elles sont lasses de ce pays enchanté, où l'on ne connaît ni la souffrance, ni le désir. Oui, sans doute, elles aimaient nos maux et nos joies. Et savez-vous ce que l'on compte? L'une d'elles, dit-on, parfois sous les traits d'une simple femme, se fait aimer d'un homme. Mais malheur à lui s'il la trahit. Avant que le soleil ne soit sorti 3 fois de la terre, la mort l'aura frappé. Ne soyez pas si pressés de rire. Écoutez plutôt une histoire que je veux vous conter ce soir près de ces rochers. Vous vous souvenez de ce beau manoir de Kerson que je vous montrai l'autre jour et qui garde tant de fierté malgré son abandon? Les de Kerson étaient quelque peu parents de mon grand-père. Un jour, je trouvai dans sa bibliothèque un petit volume rongé et jauni par l'humidité. C'étaient les souvenirs de Monsieur de Kerson, publiés après la Restauration. J'imagine que ce gentilhomme se souciait fort peu d'une gloire littéraire. Ce récit très simple de ses souvenirs est dédié à mes petits-fils. La famille de Kerson s'est éteinte il y a quelques années, et personne autre que moi, je le crois bien, ne soupçonne l'existence de ce petit volume. Donc Monsieur de Kerson, après avoir émigré en bon gentilhomme, se lassa des amertumes et de l'inaction de l'exil. Lorsque la Bretagne se souleva, il revint au pays combattre pour le roi. Dès le début de l'année 1794, il se rendit auprès de M. Boishardy. Le chef avait été de ses amis. Il ne manque pas de faire son éloge, tout en remarquant combien étaient peu fondées ses espérances sur le triomphe prochain de la cause royale. Après avoir décrit assez brièvement l'organisation des chouans dans les côtes du Nord et mentionné les différents engagements auxquels il prit part, il continue. C'est ici qu'il me faut rapporter un événement dont j'ai été témoin et qui ne manquera pas de paraître merveilleux à certains. En quelques pages, il conte l'histoire de Jean, dit le Beau d'Ounez, un grand garçon mince, de tournure élégante, et qui, avec ses yeux bleus très doux, semblait bien plus un galant occupé à plaire aux femmes qu'un homme qui chaque jour risque sa vie. Mais l'apparence était trompeuse. Ce galant était un rude soldat,
le premier à l'attaque, le dernier à la retraite. Adroit tireur, il coucha bon nombre de bleus dans la lande. Or ce gars était suivi par une femme. Le fait en soi n'avait rien de rare, puisque les chouans vivaient avec femmes et enfants dans les forêts, mais celle-là ne ressemblait point aux autres. On la nommait Malène, et on ne lui connaissait pas d'autre nom. Tous ignoraient qui elle était et d'où elle venait. On savait seulement qu'un matin, 6 mois auparavant, Jean l'avait amenée au camp de M. de Boishardy. Envoyant en mission par le chef, il était revenu auprès de son corps, à travers la lande solitaire. Lorsqu'on le questionnait au sujet de cette femme, il répondait seulement qu'il l'avait trouvée endormie auprès des rochers de la fée Margotte. Impossible de lui en faire dire davantage. On ne manquait pas de prétendre qu'elle lui avait jeté un sort. Depuis qu'elle était avec lui, Jean ne fréquentait personne, vivait en sauvage. Et l'on disait aussi qu'à son village l'attendait sa fiancée, une douce et bonne fille qu'il semblait avoir oubliée. Chose bizarre, tous s'accordaient à reconnaître que depuis l'arrivée de Malène, Jean Dounez avait échappé 100 fois à la mort. Toujours brave, il était devenu téméraire, allant au-devant des balles comme si elles ne pouvaient l'atteindre. On eût dit vraiment qu'il se savait protéger contre la mort qu'il épargnait sans cesse. Lui et Malène ne se quittaient guère. Pourtant elle disparaissait parfois une journée entière, sans que nul ne l'ait vu s'éloigner ni revenir. En parlant de cette femme mystérieuse, M. de Querson s'est départi de sa concision habituelle, et l'on sent que le souvenir vivant de Malène, au milieu des images effacées de son passé déjà lointain, vit encore pour lui d'une vie mystérieuse. Elle était petite, dit-il, et si légère qu'elle semblait à peine effleurer le sol en marchant. Elle s'enveloppait habituellement d'un long manteau qui la couvrait tout entière et qui laissait à peine apercevoir ses traits. Ce qui me frappa surtout en elle, ce fut son regard. Les mots que l'on est coutume d'employer pour décrire les yeux des femmes ne pouvaient s'appliquer aux siens. Ses yeux noirs, brillants, malicieux à la fois, attirés et repoussés. J'éprouvais à la regarder du charme et du malaise. J'en arrive maintenant à l'événement véritablement étrange qui eut lieu quelques jours après mon arrivée au camp de M. de Boishardy. Et qu'on ne s'avise point de croire que je transforme ou que j'embellis un fait qui s'est passé il y a quelque 30 années. Non, je me contenterai simplement de dire ce que j'ai vu, à d'autres d'apprécier comme ils l'entendront la suite de ces événements. La nuit était venue, je me promenais seul aux alentours du camp. Tout à coup, je m'arrêtai saisi de surprise. Dans un espace entre les arbres qu'éclairaient en plein les rayons de la lune, une femme dansait. Je dis qu'elle dansait, mais ses mouvements ne rappelaient pas davantage nos menuets de cour que les sauteries lourdes de nos paysans. Vêtue de je ne sais quelle étoffe qui l'enveloppait comme d'un voile scintillant, elle glissait sans bruit sur la mousse argentée. Il me semblait que, lorsqu'elle les frôlait, les grands arbres frissonnaient. Je songeais, je ne sais pourquoi, c'est ainsi que les fées doivent danser. Oui, c'est ainsi qu'elles doivent tourner, rapides, plus légères que des feuilles emportées par le suroît. Mais comment pourrais-je vous décrire cette danse merveilleuse? Cela seul, qui l'aurait vue, pourrait comprendre quel souvenir elle m'a laissé après tant d'années écoulées. J'ignore combien de temps je demeurai là. L'heure, le lieu, j'oubliais tout, tout s'effaçait de mon esprit, involontairement. Je fis un mouvement, sans doute, elle m'aperçut, j'entendis un rire clair et moqueur. Au même instant, je reculai, stupéfait. J'avais devant moi Malène, vêtue de son long manteau. La danseuse avait disparu. Elle s'avança vers moi et me salua. « Monsieur de Querson, vous cherchez Jean, sans doute, dit-elle. Il dort là-bas, sous cet arbre. » L'étonnement, l'émotion m'avaient ôté la parole. Je balbutiai. La danseuse, l'inconnue, où est-elle? Elle leva sur moi un regard étonné. « Je ne sais ce que vous voulez dire, monsieur, dit-elle. J'étais assise auprès d'ici, je n'ai vu personne. » Et elle se dirigeait du côté où Jean était étendu sur la mousse. Je le regardais, il dormait profondément. Tout autour de nous était silencieux.
Combien de fois suis-je retourné en cet endroit dans l'espoir de revoir danser celle que je nommais la fée? Je ne la revis jamais. Un mois après mon arrivée, les Bleus incendièrent plusieurs villages aux alentours. Chassés de leur demeure, menacés de mort, les malheureux habitants se réfugièrent auprès de nous. Parmi eux se trouvait Catherine Combarne, la fiancée de Jean Dounez. C'était une belle fille aux joues fraîches, et qui n'eût point été en peine de remplacer son amoureux infidèle. Je remarquai que Jean se tenait à l'écart, évitait de l'approcher. Pourtant, un jour que Malène, selon sa coutume, avait disparu mystérieusement, je fus surpris de rencontrer la jeune fille à son bras. J'ignore ce qu'il avait pu lui dire, mais elle lui souriait. En me voyant, Jean me salua d'un air embarrassé et détourna les yeux. Cette nuit-là, Malène, pour la première fois, ne parut pas au camp. Aurait-elle déjà appris l'infidélité de son galant, me demandai-je, car je l'avoue sans honte, j'éprouvais une certaine curiosité à suivre le drame qui se jouait chez ces pauvres gens. D'ailleurs, cette femme avait en elle quelque chose qui faisait qu'on ne pouvait l'oublier. Au petit jour, nous devions attaquer un bataillon de bleus qui escortait un convoi sur la route de Lamballe. J'ai parlé ailleurs du succès de cette affaire, où M. de Boishardy, qui excellait en ce genre de surprise, fit montre de sa bravoure et de son habileté coutumière. Au moment où s'engageait la fusillade, tandis qu'à genoux derrière la haie Jean Dounez époulait son fusil, je le vis s'affaisser soudain. Je m'approchai, il râlait déjà, la poitrine traversée par une balle. Ainsi, dès le premier moment de son infidélité, la fortune singulière qui protégeait Dounez de la mort l'abandonnait. Tandis que je me penchais sur lui, il prit mon bras, s'y accrocha. Le regard épouvanté, déjà l'écume de la mort aux lèvres. « Malène, Malène, c'est elle. Elle s'est vengée, oui, elle approche, elle me regarde, elle danse, elle rit. Oh, ses yeux terribles. » Le surroi soufflait, je ne voyais devant moi que des feuilles légères qui tourbillonnaient. Dounez se raidit, le sang s'échappa de sa bouche, et se renversa en arrière, et expira, les yeux grands ouverts, comme s'il fixait encore avec terreur une apparition demeurée invisible pour moi. Personne à partir de ce jour ne revit Malène. J'essayais en vain de savoir ce qu'elle était devenue. Nos paysans ne manquèrent pas de l'accuser de la mort de Dounez. Ce n'était pas une femme, mais un esprit maudit, disait-il. Jamais on ne l'avait vue faire un signe de croix. Assurément, elle n'avait pas dans les veines du sang de chrétien. Ceux qui me connaissent ne m'accuseront pas de superstition. Pourtant, lorsque je songe à cette femme, à la danse que je vis dans la forêt, aux paroles de Jean Dounez, je me dis, n'est-il pas bien téméraire, celui qui prétend tout comprendre et tout expliquer? Ici finit le récit de M. de Kerson, dis-je. Que vous en semble-t-il? N'est-ce pas là une belle histoire? Pour moi, depuis le jour où je l'ai lu enfant, je n'ai jamais passé ici sans songer que Malène demeura parmi ces pierres. Et peut-être, quand la lune jette ses rayons d'argent sur la lande, la fée aux yeux verts se plaît-elle encore à venir danser là, rapide et plus légère que les feuilles qui tourbillonnent dans le vent du suroît.